Francesco Martucci, professeur à l'université Panthéon-Assas, Paris 2. La thèse sur l'ordre économique et monétaire de l'Union européenne traite de la question, on l'aura compris, de l'union économique et monétaire. Mais plutôt qu'une question d'union, j'ai préféré le terme ordre qui m'est venu à l'esprit progressivement. Parce que il y a toute une série d'institutions, une série de règles qui s'agencent selon une logique qui traduit à mon sens un ordre, et un ordre qui est en réalité un ordre de l'économie de marché. De l'économie de marché en ce sens que les règles régissent les politiques économiques et monétaires, et ceci pour produire une stabilité qui est la stabilité requise par le marché. La thèse tend à démontrer ce que certains critiquent aujourd'hui, mais comme une sorte d'ordre néolibéral, sinon au sens, je dirais, de Michel Foucault, au sens où c'est l'autorité qui se dresse des règles qu'elle est censée respecter pour permettre au marché de produire ses effets, et ces effets qui sont des effets à la fois de discipline, de convergence, et que l'autorité doit maîtriser au mieux pour pouvoir conduire des véritables politiques que l'on dit aujourd'hui de croissance et d'emploi, que l'on dit, j'insiste. Les grandes étapes de l'union économique et monétaire, on dirait que tout débute en réalité en 68, mai 68, lorsque, à la suite des événements, la France décide d'évaluer, et ce qui provoque une crise dans le marché commun, en particulier pour la politique agricole commune, et la mise en place de montants compensatoires monétaires. C'est extrêmement technique, a priori, mais déjà la Commission, avec le plan Barre, puis la Communauté économique européenne avec le plan Werner, sent le besoin d'une union économique et monétaire, et il y aura une première tentative que tout le monde a oubliée en 1970, et qui n'aboutira pas pour des raisons à la fois économiques et politiques. Ensuite, la deuxième grande étape, c'est l'acte unique européen. Là encore, on ne se rend pas compte que c'est en 1986, avec la relance de ce qui manquait dans le marché commun, à savoir la liberté de circulation des capitaux, qu'on provoque l'étincelle qui conduira au rapport de l'Or de 1988, et donc à la conception de l'union économique et monétaire, qui n'est jamais que la reprise du projet de 1970. Et avec le traité de Maastricht, ça deviendra donc une réalité juridique, et il faudra attendre 1999 pour que l'union économique et monétaire voit le jour dans sa troisième phase, et que l'union se dote d'une monnaie, la monnaie européenne, la monnaie de l'union. La quatrième grande étape, c'est la crise, ou les crises, la crise financière de 2008 et la crise des dettes souveraines de 2010, qui a à la fois montré les fragilités de l'union économique et monétaire, mais aussi a montré toutes les potentialités. Et depuis cette crise, on voit que l'union économique et monétaire est devenue un véritable laboratoire pour l'intégration européenne et pour le développement de nouvelles méthodes d'intégration. Mon intérêt pour l'union économique et monétaire est un peu le fruit, comme toujours, du hasard, mais aussi d'une volonté. Sans trop expliquer le parcours, au moment du débat sur la Constitution européenne, etc., lancé par Joschka Fischer, j'avais un intérêt pour toutes les questions d'ordre constitutionnel. Puis j'ai fait master de droit à l'époque communautaire, et au moment où je me suis inscrit en thèse, je me suis inscrit sur une question qui était plutôt celle de l'immigration. Mais j'ai très vite senti que la matière, bien que passionnante, était extrêmement périssable et évoluait à un rythme qui faisait que pour la thèse, ce serait difficile. Et
il y a des rencontres qui font parfois les choses, et j'avais suivi le séminaire du professeur Louis, qui était professeur invité à l'université Paris 1, et autour d'une conversation, etc., il m'a suggéré un sujet de mémoire sur les rapports entre le Parlement européen et la Banque centrale européenne. J'ai fait mon mémoire très classiquement, et ça s'est très bien passé avec lui. Et je me suis dit, mais voilà, il y a peut-être quelque chose dans l'union économique et monétaire, et contrairement à la politique d'immigration, c'est une matière qui à l'époque était stable, et qui n'avait pas, la troisième phase ayant été lancée, qui n'avait pas vocation à évoluer outre mesure, et qui posait beaucoup de questions, notamment sur les rapports entre le droit et les autres sciences sociales, c'est aussi ça qui m'intéressait, et notamment l'économie, et qui avait toute une dimension théorique qui avait retenu mon attention. Et donc c'est cela qui a fait que je me suis intéressé à la matière, et évidemment la crise aidant, je vais dire que j'en ai bénéficié pour ma part, hein, malheureusement le cas de tout le monde. La matière est devenue véritablement mouvante, d'actualité, et même d'une actualité difficile à suivre. Une première remarque sur la thèse, c'est que le livre qui a été publié récemment, dans la collection thèse, je remercie à cet égard Fabrice Picot d'avoir accepté cet ouvrage, c'est une version très remaniée de la thèse. La raison, elle est simple, et ça souligne la difficulté que j'ai pu rencontrer, la principale difficulté, non pas dans la thèse, mais au terme de la thèse. J'ai soutenu ma thèse en 2007, c'était les temps heureux de l'intégration économique et monétaire. Alors, je pensais que l'étude suffisait, c'était suffisamment substantiel, la thèse faisait un peu plus de 600 pages. Et puis, au moment où il a fallu la publier, la crise est survenue. Et je me suis dit, bon, il va falloir mettre à jour, parce que c'est pas très intéressant d'avoir un... Et je me suis rendu compte que la crise faisait évoluer profondément les choses, non pas dans la structure fondamentale qui est restée la même, c'est-à-dire que le plan de la thèse n'a pas changé sur ce point, il est toujours le même, mais le contenu s'est considérablement étoffé, et la crise des dettes souveraines a fini d'achever le processus. Et là, je me suis dit, 2010, je ne peux pas publier en l'état, il faut absolument que j'attende de l'évolution du système. Et j'ai attendu un peu pour mettre à jour, surtout compléter considérablement, étoffer ce qui fait aujourd'hui la longueur de l'ouvrage, hein, qui n'est plus uniquement une thèse, qui va au-delà, qui est un travail donc profondément remanié. Tout au long du travail de thèse, indépendamment des questions de la matière, qui est une matière comme une autre en réalité, la difficulté que l'on peut avoir principale est de manier quelques concepts d'économie. Donc là, il faut aller reprendre ces classiques d'économie. Moi, j'avais une formation un peu également Sciences Po, donc j'avais fait de la macroéconomie, j'avais quelques éléments. Indépendamment de cette question-là, pour le reste, on est dans un système qui est un système de droit de l'Union, donc on retrouve beaucoup d'éléments de droit de l'Union, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc la difficulté n'était pas là, elle n'était pas non plus dans la recherche des sources. Premièrement, aujourd'hui on trouve tout. Les sources secondaires, il faut lire beaucoup en anglais. Et puis je pense que évidemment quand on fait de l'union économique et monétaire, la maîtrise de l'allemand est quand même quelque chose de bienvenu. Le fait est que les Allemands écrivent aussi beaucoup en anglais, mais la doctrine allemande m'a véritablement beaucoup aidé. Donc il y a cette difficulté-là. Pour le reste, c'est vrai que les questions liées à la thèse sont des questions beaucoup plus personnelles. Le travail que ça implique, l'introspection, et la solitude inhérente à l'exercice. C'est là où il y a les principales difficultés, parce que on se retrouve en réalité seul face à un travail qui, comme un travail approfondi, fait que finalement des personnes qui sont à même de vous dire oui, là
c'est bien, là peut-être il faudrait ajouter des choses, non, là vous vous trompez, etc. Elles sont rares. Alors moi j'ai eu la chance de les rencontrer, bon, évidemment Jean-Victor Louis, mon directeur de thèse, Dominique Carreau. Il faut quand même là un encadrement, et c'est l'importance de l'encadrement, parce qu'à un moment on ne sait pas. Moi les derniers mois de la thèse ont été une véritable souffrance, hein, je dis sans difficulté, parce que j'avais une incertitude quant à la qualité du travail. Je ne savais pas si c'était bien ou si c'était pas bien. Je n'avais absolument aucune capacité d'évaluer mon travail, et je crois que c'est la principale difficulté qu'on a dans une thèse. Enfin, la dernière difficulté, c'est aussi l'après-thèse, non pas pour adapter le sujet, mais pour les suites de la carrière universitaire. Je crois de plus en plus convaincu que pour faire une carrière universitaire, il faut procéder par étapes. Alors, on ne commence pas la thèse en visant tout de suite l'agrégation, non. D'abord, on va faire le plan, ensuite on va faire écrire un chapitre, ensuite on va écrire la thèse, ensuite on va la soutenir, ensuite une fois qu'on l'a soutenue, on va essayer d'écrire 2-3 articles à côté, et puis on va postuler aux différents concours. Il faut y aller progressivement. Et l'après-thèse a été aussi une difficulté pour moi, parce que j'arrivais avec un sujet que d'aucuns considéraient un peu ésotérique. Pour les autres, c'était très technique. Alors, pour les autres, ça n'avait aucun intérêt. J'ai eu beaucoup de qualificatifs sur la thèse, superfétatoire, inutile, c'est pas du droit. Bref, peu importe. C'est après, évidemment, la crise a montré qu'au contraire, c'était... C'est pour ça que je remercie encore une fois la crise, merci. Non, c'est parce que on se trouve face à un sujet qui est votre sujet, qui est souvent de plus en plus d'un sujet, si ce n'est pointu, du moins original, parce qu'il faut faire différent de ce qui existait, et qu'il faut convaincre les autres, et c'est là aussi une difficulté, et réussir dans les différents concours n'est pas toujours chose aisée. Ce qui, je dirais, a une implication surtout, et c'est un conseil que je donnerais aux jeunes chercheurs, de ne jamais s'enfermer dans le sujet de thèse, c'est-à-dire une fois la thèse soutenue, de faire autre chose, de ne jamais perdre de vue et d'être toujours le spécialiste de son domaine, mais surtout de faire autre chose. Et c'est une question aussi de, je dirais, qui est une question de rester sain dans son esprit de juriste, c'est de diversifier ses champs d'intérêt, même au-delà de sa propre matière.